à tous. Donc, merci de nous rejoindre pour ce panel de discussion organisé à l'occasion de la sortie du documentaire Arte En guerre pour l'Algérie, conçu et réalisé par Raphaël Lewandowski et l'historienne Raphaël Branche, et à l'occasion de la commémoration des 60 ans des accords d'Évian qui a eu lieu en France la semaine dernière. Donc, je suis Yasmine Najm. Je suis doctorante à l'Université de Leipzig où je prépare un doctorat ou une thèse sur la réorganisation spatiale de l'Empire français au XIXe siècle en Indochine. Et je modérerai cette discussion donc, depuis la France où je suis en train de faire mon travail d'archive. Donc, ce panel est à l'initiative de plusieurs centres. Donc, d'abord, le centre de recherche sur les dynamiques globales de l'Université de Leipzig, le Recent Globe, le centre d'études sur la France et la francophonie de Leipzig, le Frankreichszentrum, la chaîne Arte TV et le Cross Area Network. Donc, une mention spéciale de remerciement doit être faite à professeur Ouaïssa, qui n'est pas parmi nous, mais qui est à l'initiative de ce panel, et à Camille Verne, qui est aussi la coordinatrice du Frankreichszentrum et qui a organisé ce panel. Donc, tous les deux ne sont malheureusement pas parmi nous. Camille à peu près, parce qu'ils ont attrapé le Covid malheureusement. Et je tiens aussi à remercier donc, l'équipe technique et les traductrices qui vont nous permettre de rendre ce panel possible en allemand et en français. Donc, ce panel va avoir trois parties qui vont être complémentaires. On va d'abord commencer par le visionnage des bandes annonces. Et puis, nous parlerons donc d'abord du documentaire, des commémorations et enfin des questions de transmission mémorielle. Et ensuite, les 15-20 dernières minutes seront dédiées aux questions du public. Donc, je vais tout de suite passer à l'introduction des trois panélistes. Donc, nous avons parmi nous aujourd'hui Madame Karima Diresh, bienvenue. Madame Karima Diresh est historienne, directrice de recherche au CNRS et associée à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman, IREMAN, qui est à Aix-en-Provence. Elle est spécialiste de la question des minorités religieuses en terre maghrébine et des sociétés maghrébines contemporaines. Ses travaux couvrent les thématiques de socio-histoire, d'analyse critique des historiographies maghrébines dans une perspective coloniale et post-coloniale. Monsieur Amar Mohand Amer, bienvenue. Monsieur Mohand Amer est aussi historien, directeur de la division socio-anthropologie de l'histoire de la mémoire ISTMEM au Centre national de recherche en anthropologie sociale et culturelle, le CRASC d'Oran. Monsieur Mohand Amer est actuellement chercheur résident à l'Institut d'études avancées, l'IEA de Nantes. Il est spécialisé sur les questions de transition à partir de 1962, les questions de violence en temps de guerre et des questions mémorielles. Et donc, le troisième panéliste invité aujourd'hui est Monsieur Raphaël Lewandowski. Bienvenue à vous. Monsieur Lewandowski est un cinéaste franco-polonais, auteur d'une dizaine de films, dont Cela, Une ombre dans les yeux, Enfant de Solidarnosc, Minkowski's Saga, pour en citer quelques-uns, et il nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui pour nous parler de son projet co-conçu avec l'historienne Raphaël Branche, intitulé En guerre pour l'Algérie, en guerre en parenthèse au pluriel, qui est une mini-série en 6 épisodes, actuellement disponible sur le site d'Arte TV, et ce jusqu'au fin août. Donc, nous allons tout de suite passer au visionnage de la bande-annonce. 60 ans après l'indépendance de l'Algérie, ceux qui ont vécu la guerre se souviennent. Pour la première fois, une fresque historique présente tous les points de vue. En guerre pour l'Algérie, bientôt sur arte.tv. Il faut tout dire, pas seulement ce qui fait plaisir, parce que c'est peut-être la dernière fois que je peux parler. Il y a 20 ans, il y a certaines choses que je n'aurais pas pu dire. J'avais 10 ans quand il y a eu les premiers événements dans toute l'Algérie. J'étais jeune, pas tout à fait un homme encore. J'ai pris le maquis à l'âge de 17 ans. On a tout sacrifié, notre jeunesse, notre vie pour l'indépendance. Notre peuple décidera lui-même de son destin. Nous voulons que l'Algérie demeure française. Nous demandons à toute la population de garder son calme. C'est des choses qui marquent à vie. Dans les yeux des personnes qui m'écoutent, j'ai la sensation qu'ils ne me croient pas. Donc j'essaye pas de convaincre, j'essaye juste de dire. Les gens ne savent pas ça. Les gens ne savent pas ça.
Je vais d'abord commencer par vous poser une question à vous, Monsieur Lewandowski. J'aimerais que vous nous racontiez comment est-ce que ce projet a vu le jour et comment est-ce que vous en êtes arrivé à travailler sur ce projet de la guerre d'Algérie. Ce projet a vu le jour il y a plus de 3 ans. Moi, j'ai commencé à travailler dessus il y a exactement 3 ans, c'est-à-dire au début du mois de mars. Il a été initié par la chaîne franco-allemande Arte, du côté français, à la suite d'une série qui s'appelle La guerre du Vietnam, de Ken Burns. C'est une série qui, dans sa version longue, existe en 17 heures, je crois, 11 épisodes, et qui avait été commandité par Arte dans une version un peu plus courte. Et bon, pour résumer, c'est le principe de raconter la guerre de tous les points de vue, par le biais de ceux qui l'ont vécu et qui vivent encore, en confrontant des points de vue aussi par rapport à la position des acteurs du conflit, c'est-à-dire en partant de soldats de base, de généraux, etc. Donc, à la suite de cette série, Arte a eu l'idée, la direction du documentaire Arte a eu l'idée de faire un peu la même chose avec la guerre d'Algérie. Ils ont commencé à travailler sur cette idée avec l'INA, l'Institut national audiovisuel, qui en France est un peu une source très précieuse en ce qui concerne les archives. Et ils ont contacté dès le début une historienne dite de la nouvelle génération, brillante, Raphaël Branche, spécialiste de l'armée française à l'origine et qui a beaucoup travaillé sur la question notamment de la torture, mais aussi la question de la transmission, la question aussi des traumatismes et de ce qu'on passe d'une génération à l'autre autour de ce conflit. Et moi, je suis arrivé à un moment où donc les principales lignes de force de cette série avaient été définies, c'est-à-dire raconter la guerre, encore une fois, par ceux qui l'ont vécue, en confrontant les points de vue et en essayant de l'inscrire aussi dans un contexte géopolitique. Et je suis arrivé donc à la suite, comme ça arrive parfois, de ce qu'on pourrait qualifier de casting de réalisateur, c'est-à-dire qu'Arte a commencé à chercher un réalisateur pour ce projet. Et puis, en fait, mon lien avec ce projet, ce n'était pas tant la guerre d'Algérie que la question de la mémoire, puisque c'est un des thèmes qui occupe une place prédominante dans mon travail de cinéaste depuis pratiquement que je fais des films, c'est-à-dire comment est-ce qu'on vit avec des histoires du passé, comment est-ce que ces histoires du passé conditionnent notre présent, et puis la relation entre petite histoire individuelle et grande histoire, pour résumer les choses. Mais jusqu'à présent, je m'étais plus intéressé à la partie, on va dire, qui est liée à mes origines, c'est-à-dire l'Europe centrale, donc plutôt à l'histoire de l'Europe. Mais c'est vrai que j'ai une certaine habitude à manier le témoignage et à le confronter avec une histoire plus vaste, confronter les documents individuels avec des documents d'archives plus collectifs. Et je dois dire que j'ai été tout de suite très, très enthousiasmé par ce projet, puisque du côté français de ma famille, j'ai moi-même un oncle qui a combattu, qui a été envoyé en Algérie dans les tout derniers mois de la guerre, dans ces mois un peu chaotiques qui ont marqué la fin de ce conflit, et qui n'en est jamais revenu tout à fait normal, c'est-à-dire qu'il a ensuite il a eu des épisodes de maladie mentale qui l'ont conduit à un suicide 10 ans après la guerre. Et évidemment, ça a toujours constitué une histoire très lourde dans la famille du côté de ma mère, que j'avais déjà essayé d'aborder au cours de mes études donc à la FEMIS, à l'École du cinéma. J'avais pensé faire un court-métrage autour de cette question, et puis ensuite un documentaire. Finalement, ça n'a pas abouti. Toujours est-il que quand j'ai reçu cette opportunité, évidemment, j'ai tout fait pour montrer à quel point j'étais la personne idéale. Et donc, il y a 3 ans, très exactement, j'ai eu une première rencontre avec Raphaël Branche. Et je dois dire que je lui suis très reconnaissant aujourd'hui, après ces 3 années vraiment de travail très intensif,
de m'avoir accepté, parce qu'à l'époque, je ne connaissais rien, et je pense que c'est un élément important tout de suite à indiquer ici, c'est-à-dire que je suis, moi, de la génération tout début des années 70, fin des années 60, et bon, à l'école, au lycée, la guerre d'Algérie n'a jamais vraiment été abordée. Donc, hormis les grands événements du type allocution de Gaulle, je vous ai compris, et puis OAS et quelques inscriptions sur les murs, dans mon imaginaire collectif, dans mon imaginaire, pardon, singulier, c'était très flou, cette guerre. Et j'ai découvert à quel point je ne la connaissais pas, à quel point j'avais des a priori qui étaient tout à fait révélateurs de ma génération, du pays dans lequel j'ai grandi, la France, et que j'avais tout à apprendre. Et ceci dit, c'était intéressant comme confrontation entre quelqu'un qui est baigné dans cette histoire professionnellement depuis très longtemps maintenant, qui la connaît sur le bout des doigts, et puis ma position un peu de candide qui débarque là-dedans, et puisque évidemment de cette confrontation devait naître une série destinée non pas aux historiens, mais à un public très large, non pas seulement aux Français, mais aussi aux Algériens, non pas seulement aux Français et aux Algériens, mais aussi aux Européens. Enfin, donc voilà, d'essayer d'aborder cette histoire compliquée, ces guerres, puisque, comme vous l'avez souligné, nous avons pris le parti de dire qu'il y a eu plusieurs guerres dans une seule, de la manière la plus accessible possible. Justement, vous étiez en train d'esquisser le début de ma question suivante, qui était de vous demander, donc en guerre au pluriel, le titre en fait de ce documentaire, pourquoi en guerre au pluriel et pourquoi pour l'Algérie? Les deux parties sont... Oui, tout à fait, c'est vraiment essentiel. Le titre, le choix du titre, c'est toujours compliqué. Donc évidemment, pendant très longtemps, la série s'appelait La guerre d'Algérie. Et puis finalement, au fil de nos discussions avec Raphaël, quand on essayait de mettre l'appui sur certains points qui nous semblaient importants, Raphaël m'a tout de suite dit que nous n'allons pas raconter une guerre classique comme c'est le cas malheureusement pas très loin de là où je suis en ce moment, entre un agresseur, un agressé, etc. Il n'y a pas seulement deux camps, deux armées qui, sur un champ de bataille, s'affrontent. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, il y a la multiplicité des conflits qui est liée aussi à l'étendue en termes de temporalité très vaste de ce conflit, puisqu'on est à pratiquement 8 ans de conflit, un peu moins, mais bon, voilà, c'est très long, et qu'elle se déroule sur plusieurs territoires, parce qu'il n'y a pas seulement l'Algérie, mais il y a aussi une guerre qui se déroule sur ce qu'on appelait à l'époque la métropole, donc le territoire de la France métropolitaine. Et puis, ce qui m'a surpris, alors le pour, c'était une de mes réflexions en écoutant nos premiers témoins, c'était le sentiment de très très fort attachement à cette terre, quel que soit le point de vue, et que tout le monde finalement disait, nous on s'est battus pour l'Algérie, pas. Évidemment, ils se sont battus contre les uns les autres, mais il y a toujours cette idée que, par exemple, les pieds noirs et ceux qui se sont même le plus radicalisés, puisque nous en avons dans cette série qui témoigne, donc des membres qui sont devenus membres de l'OS, ils disaient toujours qu'ils se battaient pour leur terre natale, pour la terre sur laquelle avaient vécu plusieurs générations de leurs ancêtres, etc. Donc cet attachement, cet amour de cette terre algérienne, une terre multiple d'ailleurs, puisqu'il y avait vraiment des territoires, des façons de vivre en Algérie qui étaient très 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 différentes à l'époque coloniale, m'a beaucoup marqué. Je me suis dit que c'était aussi peut-être une façon aussi de singulariser, donner une spécificité à ce conflit. D'accord, merci beaucoup pour ces précisions. Ma question suivante s'adresse à M. Morin-Damer. J'aimerais que vous nous expliquiez peut-être de quoi est-ce qu'on parle en fait quand on parle de guerre d'Algérie. Pourquoi justement il a fallu autant de temps pour parler de guerre? Pourquoi il a fallu jusqu'à 1999 pour que la France parle officiellement de guerre? De quoi est-ce qu'il s'agit et voilà, comment est-ce que cette guerre commence? De quoi parle-t-on? Parler de la France, peut-être je ne suis pas le plus indiqué, mais je pourrais quand même dire quelques mots.
c'est vrai qu'il a fallu 1999 pour que la France officielle reconnaisse qu'en Algérie, il y a eu une guerre. Donc, on voit très bien que le temps n'a pas facilité les choses parce que 99 va être vite effacé en 2005 par le vote par l'Assemblée nationale en France d'une loi qui reconnaît que la colonisation française, pas seulement de l'Algérie, mais la colonisation française en général, fut une action bienfaitrice, civilisatrice. Donc, on voit bien que ces décisions politiques n'aident pas, ou ne facilitent pas, ou ne contribuent pas à ce que ce recul, cette mémoire soit apaisée ou soit peut-être cette mémoire soit moins toxique, si on peut dire. Maintenant, je pense que cette histoire n'est pas finie. Ces mémoires, elles redoublent un peu de férocité, si je peux paraphraser un grand écrivain algérien, Kateb Yassine. Et nous le voyons 60 ans après l'indépendance, cette histoire, cette mémoire est exacerbée par les politiques et par les porteurs de mémoire d'une corporation qui devient de plus en plus puissante, que ce soit en France ou en Algérie. Je parlerai peut-être tout à l'heure sur l'Algérie. Peut-être expliquer, peut-être Madame Diresh, Monsieur Lewandowski a parlé de cette terre d'Algérie qui est une terre multiple avec plusieurs acteurs. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur cette diversité d'acteurs et en particulier sur l'Algérie, sur la terre algérienne, sur les peuples d'Algérie et donc qui ont été aussi donc impliqués dans cette guerre et donc dans ce processus mémoriel? Oui, moi je crois que c'est très juste. Chacun porte sa terre algérienne à sa façon. Alors si vous me permettez, je vais vous livrer une petite anecdote personnelle, familiale. J'étais avec ma mère dans un petit marché aixois, ici à Aix-en-Provence, donc un jour d'été, et donc nous faisions des courses. Et ma mère, quand elle parle français puisqu'elle l'a appris à l'école française, à Tizi Ouzou en Kabylie, quand elle était toute petite, et quand elle parle français, elle a un petit accent pied noir. Et avec la personne, la dame chez qui nous faisions nos courses, il y a eu ce que j'appelle un malentendu sociologique. C'est-à-dire que la dame en question s'est adressée à ma mère dans une forme de proximité très touchante d'ailleurs, en disant « Mais nous sommes de la même terre, vous avez vu ce qu'on a laissé, nous étions main dans la main. » Et la dame devait avoir l'âge de maman. Et j'ai vu ma mère blêmir et en disant, et c'était la première fois qu'elle le disait, c'était vraiment quelque chose de touchant pour l'historienne que je suis en plus, en lui disant, mais de quoi vous parlez? Regardez-moi dans les yeux et dites-moi un seul instant si vous aviez joué avec une petite fille comme j'étais, moi, et donc elle donne son nom, je m'appelle Louisa, j'étais à Tizi Ouzou, j'ai fait l'école indigène. Dites-moi, est-ce qu'un jour vous avez partagé des jeux? Est-ce qu'un jour vous êtes rentré dans une maison indigène? Est-ce qu'un jour vous avez laissé rentrer une petite fille comme moi? En fait, c'était très, très puissant, très intense. Et là, c'était très troublant parce qu'en repartant, ma mère me prend le bras comme ça. Elle m'a dit, ouais, mais tu te rends compte, ils refont l'histoire alors que c'était l'apartheid. Ça, c'était vraiment quelque chose. Et maman n'en a jamais parlé. En fait, voilà, on est venu en France, comme beaucoup d'immigrés algériens, et on s'est installé. Là, on a pu s'installer. Et donc, elle avait porté ces choses-là, alors que je la trouve très, très française, moi, ma mère, ici en France. Hein, franchement, bien. Ça, c'est une chose. Donc, chacun porte sa terre algérienne à sa façon, oui, clairement. Clairement, et c'est toujours très difficile, parce que cette guerre, elle a... D'abord, c'est une longue guerre, c'est un conflit terrible, c'est un conflit décolonial qui a duré plus de 8 ans et qui a emporté dans la tourmente et qui a pris au piège une pluralité d'acteurs et d'individus. Chacun était convaincu que ce qu'il défendait était la vérité et c'était bien.
Et si on se place d'un point de vue français, l'Algérie, c'était la France. C'est un territoire juridiquement français, clairement. Et si on voit ce territoire d'un point de vue français, juridique français, ben, en fait, cette guerre, c'était 3 guerres. C'était la guerre entre les Français, je dirais, et les Algériens. C'est compliqué, parce que même la catégorie pour désigner les populations, c'est compliqué. C'était une guerre entre Français même, c'est-à-dire entre ceux qui étaient partisans de l'Algérie française et puis d'autres non, parce qu'il y a eu un énorme ressentiment. Quand les appelés du contingent se sont retrouvés en Algérie, il y avait un ressentiment terrible parce qu'ils allaient en fait secourir les pieds noirs, qui étaient cette population de l'autre côté de la mer. Et il y avait quelque chose qui se jouait. Et une troisième guerre à l'échelle des Algériens même, parce que ça a été aussi une guerre fratricide à des moments clés, des séquences clés du conflit. Donc cette triple échelle, en fait, pour une guerre qui n'est pas reconnue comme telle, puisqu'il a fallu attendre 99 pour que... Et elle n'a pas été reconnue comme telle parce que c'était absolument insupportable de se dire que nous sommes en guerre dans un territoire qui est le nôtre, en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est à garder en tête en permanence pour que quand on entend ce qu'on entend, par exemple, dans la série documentaire donc, de Raphaël Lewandowski, que ce qui se dit, c'est la lecture des acteurs dans leur contemporanéité, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont contemporains de l'événement, ils vont dire des choses. Et il y en a qui disent, il y en a qui ne disent pas. Il y en a qui n'ont rien à dire, parce qu'il y a eu des moments où on se dit, moi, ma mère elle me racontait quand la guerre a été déclarée, ça a été épouvantable, on se dit, mais ils sont dingues, ils sont fous, qu'est-ce qu'ils vont aller faire la guerre contre les Français? Le combat était tellement asymétrique, mais tellement asymétrique, tellement inégal. Donc, c'est comment faire écouter cette pluralité des voix et que ce soit une pluralité qui ne soit pas discordante. Et que pour nous, chercheurs, historiens, et on en a longuement parlé avec Ammar, c'est comment arriver à construire un récit qui soit audible par tous et qui permette à chaque protagoniste de cette terrible affaire de se positionner dans le processus historique dont il est l'héritier. C'est pas évident du tout. C'est absolument pas évident. Pour qu'on puisse sortir à la fois du pathos, pour qu'on puisse sortir à la fois de cette hyper sensibilité et dolorisme et cette culture victimaire qui marque les héritiers de cette histoire. Je pense que vraiment, en tout cas moi en ce qui me concerne et avec Ammar et d'autres collègues, on est très attachés à ça, tout en étant extrêmement attentif au fait que ce qui se passe actuellement en France, dans cette politique de réconciliation, d'apaisement des mémoires, etc., il y a quelque chose qui nous gêne un peu, c'est de niveler en fait et de mettre à égalité les souffrances et les violences commises. Et ça, c'est important aussi, il faut être hyper attentif pour se dire, nous sommes dans une configuration coloniale qui est une configuration d'exploitation, de spoliation et de violence et de domination. Et on peut le dire sans pour autant être des idéologues, parce que tout le savoir historique construit, travaillé, produit ces 30 dernières années l'atteste et le prouve. Et de dire que quand vous avez un enfant de pied noir ou un pied noir vous dit « c'était un pays merveilleux », bien sûr que il faut l'entière légitimité de le dire, mais de dire que dans ce pays merveilleux, il y avait la majorité de la population qui ne partageait pas ce sentiment que c'était merveilleux. Et comment on arrive à mettre ça en parallèle? Vous voyez, ça c'est toute la complexité du travail historique. Merci beaucoup. Vous avez touché à énormément de points sensibles, enfin pas sensibles mais importants. Et je vois moi-même en préparant ce panel, je suis moi-même franco-marocaine et aussi avec des antécédents algériens. Et j'ai trouvé très, très compliqué justement de dénouer tout ça. Et je me demande en fait, c'est une question qui s'adresse à M. Lewandowski. Et donc, comment traiter à égalité en fait ces mémoires? Comment est-ce que vous avez fait pour
pour rendre justice justement à ces mémoires de manière égale, comme vous le dites, Madame Dirège, parce qu'on est dans un contexte colonial de décolonisation encore aujourd'hui, qui ne se termine pas. Et comment vous avez travaillé sur ce projet pour traiter ces mémoires de manière égale ou équitable peut-être Par rapport à ce qui vient d'être dit, je pense que ce qui est très important, c'est de savoir que nous avons décidé puisque en gros, la demande d'Arte, c'est de raconter de manière chronologique la guerre. On aurait pu commencer classiquement donc, en novembre 1954 et puis aller de l'avant. Mais ce qui nous a paru essentiel, c'était de décrire le monde dans lequel ce conflit commence et de cette manière d'en expliquer les origines, les raisons. Et donc, en fait, le premier épisode est un peu particulier puisqu'il commence bien le 1er novembre 1954. On a eu la chance de pouvoir encore enregistrer le monsieur qui conduisait le fameux autocar qui a été une des premières cibles des attentats de ce qu'on a appelé par la suite la Toussaint Rouge. Mais au lieu d'aller de l'avant, finalement, au cours de ces 52 premières minutes, on décrit, on s'arrête, on fait une sorte d'arrêt sur image et on donne la parole donc à différents personnages. Donc du côté algérien, nous avons par exemple un monsieur qui était un enfant né dans les montagnes, sur les plateaux des Aurès, qui était destiné à devenir un berger. Nous avons aussi un monsieur qui est né dans un petit village kabyle. Et puis à côté de ça, nous avons des enfants qui ont des souvenirs merveilleux de la vie des Pieds Noirs, qu'ils qualifient de paradisiaque à Alger ou à Oran. Et donc, à partir de ce moment-là, donc on commence à creuser au-delà de cette façade, de ces premières, on va dire, cartes postales qui montrent la diversité géographique, sociale de ce pays. Et on va découvrir justement ce qu'était cette Algérie coloniale, c'est-à-dire le mot apartheid a été cité. Et je crois que moi, c'est ce qui m'a vraiment frappé dès les premières interviews, dès les premiers témoignages que nous avons recueillis, tant auprès des Pieds Noirs que même des appelés qui arrivaient dans les premiers mois. Et ils étaient tous sidérés de voir ces mondes tellement différents qui vivaient ensemble, mais alors sans être absolument, sans bénéficier ni des mêmes droits, ni des mêmes conditions de vie, etc. etc. Il y avait des sortes d'abîmes entre les habitants d'une même terre. Et donc, c'était notre premier parti pris avec Raphaël, c'était de bien faire comprendre que cette guerre, elle commence certes en 1954, mais qu'elle a été précédée par tout un tas à la fois d'événements, évidemment sétifs, pour n'en citer qu'un, de mouvements politiques, et aussi, avant tout, précédé par cet état de fait, cette injustice sur des territoires français, donc sur les territoires de la République française, donc, où il était inscrit partout dans les petites villes d'Algérie, sur les frontispices des mairies, des écoles, liberté, égalité, fraternité. Or, tous les habitants d'Algérie, de cette Algérie française, n'avaient pas du tout accès à cette égalité, à cette fraternité, à cette même liberté. Donc ça, c'était le premier, vraiment pour moi en tout cas, la chose la plus violente, parfois à entendre, à comprendre. Et on la voit même à travers les archives images, c'est ça qui est plus étonnant finalement, puisque dans notre série, nous utilisons à la fois des images officielle, on va dire, c'est-à-dire qu'il faut se souvenir qu'à l'époque, l'image est complètement contrôlée par les autorités coloniales, donc tout ce qui est montré aux actualités, tout ce qui est raconté aux Français, évidemment, est censuré. Mais nous avons utilisé aussi des images amateurs, donc, qui étaient souvent réalisées par des touristes, par des Pieds Noirs, même par des Algériens eux-mêmes, quand ils avaient une caméra. Les caméras 8 mm, 9 mm étaient très à la mode à l'époque. Et bien même dans ces images, qu'elles soient officielles ou
amateur, on voit très bien comment est-ce possible que des enfants dits indigènes vivent pieds nus, vivent dans des conditions absolument moyenâgeuses dans certains coins d'Algérie. On le voit à l'image, il n'y a même pas besoin de... C'est flagrant. Donc, nos personnages nous racontent ce qu'était cette inégalité. Et voilà, tout d'un coup, elle justifie en quelque sorte le fait que ce que l'un de nos personnages qualifie de tumeur, qui se développe depuis des années dans le monde colonial, à un moment doit éclater. Et c'est ce qui se produit. Alors, comment faire pour réunir ces mémoires, ces paroles? Je dirais que nous, ce qu'on a décidé de faire, c'était de constituer une sorte de panel représentatif de ce qu'était, de ce que sont les acteurs de cette guerre. Voilà. Donc, on a essayé de faire une typologie comme ça de tous ceux qui ont pu la vivre et qui vivent encore, depuis des femmes qui ont été des femmes algériennes qui ont été victimes, qui se sont retrouvées dans des camps de regroupement, par exemple, jusqu'à, comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à des gens qui se sont engagés dans l'OAS. Donc, avec Raphaël, nous avons fait cette typologie. Et puis après, nous avons cherché avec des assistants, avec les étudiants avec lesquels, ou les chercheurs avec lesquels travaille Raphaël, nous avons en Algérie, en France et ailleurs, nous avons été chercher des gens qui pouvaient correspondre à cette typologie. Et puis ensuite, nous les avons écoutés, nous les avons enregistrés. Donc, les entretiens que vous pouvez regarder dans leur intégralité, parce que c'est une des caractéristiques aussi de ce projet, c'est-à-dire que l'INA a mis en place une plateforme qui est accessible à tous. Alors, je crois qu'il faut parler français, parce que c'est lorsque les gens s'expriment en arabe, c'est sous-titré en français. En tout cas, tous les entretiens sont accessibles. Les 65 ou 65 entretiens que nous avons réalisés sont accessibles dans leur intégralité. Et dans la série, évidemment, ils sont montés. Donc, nous avons créé un espace de parole pour chaque personne. Et nous leur avons permis de raconter de leur point de vue, en leur donnant un temps d'écoute, un respect d'écoute et en créant une confiance. Je dois dire que c'était le plus... Je leur suis aujourd'hui très, très redevable de nous avoir fait confiance. Ils nous ont tout raconté, ils ont raconté des choses qui sont parfois très intimes, par exemple sur la torture. Sur les conditions de vie, dans par exemple les camps de regroupement, sur ce que certains appelaient, ont vécu sur le terrain, etc., leur traumatisme. Bref, ils nous ont fait confiance, ils ont raconté avec une liberté de parole étonnante. Et je pense que cette liberté de parole, d'ailleurs, plusieurs nous l'ont dit, nous vous racontons aujourd'hui des choses que nous n'aurions jamais racontées 10 ou 15 ans de cela. Pourquoi? Parce que nous sommes à la fin de notre parcours de vie. Nous allons mourir dans les années qui viennent. Malheureusement, certains de nos témoins nous ont quittés depuis le tournage. Et aujourd'hui, nous avons le sentiment que de toute façon, on peut dire les choses qu'on n'osait pas encore dire il y a quelques années. Et ça, c'était flagrant, c'était présent autant chez les Français que chez les Algériens, autant chez les Pieds Noirs que chez des militants, des anciens militants ou des maquisards du FLN, il y avait cette idée que c'était le moment idéal en fait pour raconter. Et à partir de ce moment-là, voilà, notre projet c'était de créer pour la première fois, c'est ce qu'est la série, c'est-à-dire cette espèce d'espace où peuvent se rencontrer des mémoires qui jusqu'à présent ont été dissociées ou été traitées à part. C'est-à-dire qu'on dit souvent en France, la guerre d'Algérie est un tabou. C'est quand même un peu un abus de langage aujourd'hui quand on voit le nombre de publications, le nombre de films qui ont été réalisés sur la guerre d'Algérie. Par contre, ce que je pense qui n'avait pas été fait jusque-là, c'est cette espèce de récits multiples, de récits chronologiques qui englobent un peu tout. Donc évidemment, on ne peut pas parler il y a des gens qui nous reprochent de ne pas avoir abordé certains points. Parce que on est limité par le temps, on est limité par la matière aussi. Mais en tout cas, pour la première fois, on essaye d'englober et de faire vivre dans un même espace des mémoires qui semblaient inconciliables.
Après, c'est tout l'art voilà, c'est l'art de l'équilibre, tout le talent aussi de Raphaël. Elle est extrêmement, comment dire, pointilleuse pour que ses mémoires et ses paroles existent de manière équitable, que l'on n'appuie pas trop d'un côté, que l'on n'insiste pas trop sur certains éléments, que ça ne soit pas toujours à égalité aussi. Ça nous est reproché. Je lis sur certains forums que la série est évidemment trop pro-algérienne et qu'elle dénigre complètement l'apport du colonialisme, etc., etc. Enfin, vous voyez, on lit quand même on reçoit des mails qui nous disent ce genre de choses. Et puis nous avions aussi, c'est important, nous avions un comité d'historiens au-dessus de nos têtes. C'est-à-dire que nous avions des rendez-vous réguliers à différentes étapes de travail avec une douzaine d'historiens, si je me souviens bien, qui venaient vraiment d'horizons très différents, depuis pas seulement algériens, pas seulement français, il y a aussi des Allemands, il y a des Anglais, Américains, etc., pour essayer de trouver cet équilibre. Et je peux vous dire qu'en tant que réalisateur, plusieurs fois, on m'a dit « Ah non, là, il faut… » Par exemple, je vous donne un détail, il y avait la musique qui est très, très importante et très présente dans notre série. On m'a reproché à certaines étapes du montage que la musique était trop occidentale, trop française, trop européenne, et qu'il fallait rééquilibrer en remettant des airs, des chansons algériennes, etc. Donc, vous voyez, ça allait jusque-là. Il fallait vraiment essayer de trouver cet équilibre des parties. Et ça a duré jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'aux dernières versions de montage. On est toujours dans ce questionnement, on essaye d'être équitable. Vous avez dit que donc, cette série elle a été réalisée sur 3 ans, donc c'est un grand laps de temps. Et je me demande si M. Mohamed Amer ou Mme Karima Diresh, vous pourriez nous dire, est-ce que vous pensez que la raison pour laquelle ces personnes se sont parlé, c'est parce qu'on se retrouve dans ce moment, le moment du Hirak, le moment de la pandémie. Est-ce que c'est un catalyseur pour la parole? Je peux poser aussi cette question à M. Lewandowski, mais à tous. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça, de ces événements? Est-ce qu'ils ont eu un effet catalyseur? Peut-être Mme Diresh. Peut-être que je vais laisser Ammar parler avant tout, parce que lui a été un acteur très, très dynamique du Hirak. Il aura des choses à dire que je pourrais peut-être compléter. Alors, la libération de la parole historique, si on peut dire, ou la parole mémorielle, avait commencé déjà à partir de 88. Faudrait savoir qu'en Algérie, l'année 88, c'est un moment de basculement. Donc, le pays s'est ouvert politiquement et cette brèche a été utilisée par les acteurs de la guerre et de la période d'avant-guerre pour constituer des récits, souvent des récits alternatifs. Donc, on a eu à partir de 88 pléthore de témoignages très importants, par centaines. Donc, les Algériens se sont libérés par la parole déjà il y a une trentaine d'années. C'est vrai que ce grand mouvement, ce grandiose mouvement que le Hirak, a plus libéré d'autres catégories, et notamment la jeunesse qui, dès le départ, a mis l'histoire au centre de cette dynamique et a eu recours aux figures que cette jeunesse estime lui appartenir avant tout, donc de ces jeunes hommes ou jeunes femmes qui sont morts pour l'Algérie. Donc, cette parole a été importante pendant le Hirak, mais bien avant. Là, je voulais revenir sur ces mémoires et peut-être, Karima en a parlé tout à l'heure, parce qu'on ne devient pas historien comme ça. Il y a sûrement quelque chose qui est derrière.
Et Raphaël Lewandowski a parlé aussi de sa propre histoire. Donc, on ne s'intéresse pas à l'histoire, que ce soit celle de l'Europe centrale ou celle de l'Algérie ou du Maroc. L'histoire, c'est quelque chose d'intime, je pense. Moi, en écoutant Karima, je me suis rappelé quand j'étais petit garçon, moi je suis né après l'indépendance, et j'étais dans le magasin de mon père. Là aussi, c'est la guerre ou la colonisation, c'est pas seulement des armes et des balles, mais aussi des déchirements, parce que personnellement, personnellement, je fais partie de beaucoup d'Algériens que la colonisation a fait déplacer. Donc, moi, mes parents sont nés à 600 km de la ville où je suis né parce que la guerre, mais pas la guerre de 54, mais avant, avait ravagé cette période, cette partie de la Kabylie. Donc, c'était des villages qui se sont déplacés. Le transfert de villages, ma région de l'ouest de l'Algérie, c'est la région des Ouassis, c'est toute une région qui a été chassée par la guerre, par la colonisation plutôt, par la paupérisation. Donc, et là, je vous dis ça, pourquoi? Parce que un jour, j'ai fait une conférence dans la région de mes parents, et un monsieur m'a dit, écoutez, pourquoi vous ne parlez pas kabyle? Pourquoi vous ne parlez pas votre langue maternelle? Pourquoi vous venez ici et nous parlez en plus en français? J'ai dit, écoutez, moi, je n'ai pas choisi de ne pas parler cette langue, bien que je la parle, mais je ne peux pas faire une conférence. Là aussi, c'est aussi la colonisation, c'est aussi le déchirement, c'est aussi la dépossession. Et là, parce que là, c'est important que les acteurs, directs ou indirects, puissent parler. Je suis devenu historien, je pense, parce que quand j'étais jeune garçon, donc j'ai dit, il y avait un monsieur qui venait chez mon père, qui était jeune, qui était jeune pendant la guerre, je pense qu'il avait 18 ans pendant la guerre, et qui venait avec une sorte de robe, une abaya, et qui marchait bizarrement. Et moi, j'étais très jeune, et j'ai demandé à mon père, peut-être curiosité, ça m'a permis d'être historien, j'ai dit, mais pourquoi cet homme, qui avait peut-être 25 ans ou 30 ans, marchait de cette façon? Et mon père, il ne m'a pas répondu. Et un jour, un de mes frères aînés m'a dit, cet homme, qui était très jeune pendant la guerre, il a subi comment on appelle ça, de la bouteille, moi j'ai oublié le terme, de la torture. Et c'est pour ça, malgré que la guerre soit finie, les bouts de la bouteille l'ont suivi après la guerre. Et cette image, elle est toujours en moi. Et c'est pour ça que, là je termine, je reviens à ce qu'a dit Karima. Le nivellement, l'histoire, ce n'est pas un compromis, ce n'est pas un arrangement. L'histoire, c'est des récits. Moi, souvent, on me reproche, on me dit, oui, mais pourquoi vous ne parlez pas des Européens? Pourquoi? Moi, j'essaie de parler peut-être de cette histoire de la majorité des Algériens qui n'a pas encore été écrite suffisamment. Et je ne peux pas faire de nivellement parce que je ne suis pas ni un idéologue ni un politique. Moi, je fais de l'histoire en respectant les règles académiques, mais je ne rentre pas dans des fantasmes où tout est beau, où tout est joli. Oui, c'est important ce que tu dis, Amar. L'expérience intime, en fait, de la colonisation qui s'est transmise, en fait, de façon intergénérationnelle. Clairement, moi, je n'ai pas connu la guerre. Mes parents l'ont connue. Je suis née après la guerre. Mais je porte en moi des images, des ombres, des paroles d'une tante violée par les Arabes, d'une amie de maman quand elle était toute petite à l'école, dont on n'a plus de nouvelles, et quand elle l'a retrouvée, en fait, elle était montée au maquis. Là aussi, l'expérience du viol absolument traumatisante et qui est devenue folle. La question de la torture à Alger, quand
quand on veut faire cette cartographie morbide, en fait, des lieux de torture, de la pratique de la torture, qui sont des lieux tout à fait normaux, en fait. C'est une piscine, c'est une école, c'est une salle de classe, c'est une petite salle de cinéma, c'est des choses comme ça. Enfin, c'est ça aussi. On le porte avec nous, c'est évident. C'est pour ça que la question, effectivement, de ce nivellement-là n'est pas, je vais dire un mot fort, hein, n'est pas éthique, n'est pas moral, ce qui ne renvoie pas, en fait, à la réalité. Et la vérité historique est bien plus cruelle que toutes les tentatives d'excuses, d'apaisement des mémoires, de réconciliation. Il faut avoir le courage de voir les choses comme elles ont été. Voilà. Et c'est ça l'entreprise la plus difficile. Et cette expérience intime, en fait, de la décolonisation, de la violence de cette guerre décoloniale, pour en revenir au Hirak, on la voit. Le Hirak, pour ceux qui nous entendent, en fait, qui nous écoutent de l'autre côté, pour les étudiants, c'est ce mouvement populaire très pacifique qui a émergé le 22 février 2019 en Algérie. Hein, donc, une espèce de mouvement contre le 5e mandat du président Bouteflika, qui est un président malade, aphasique, clairement pas en état d'assurer la gouvernance d'un pays et d'un peuple de 43 millions de personnes. Et ça a été ce mouvement contre ce 5e mandat absolument indigne, en tout cas de la façon dont le mouvement l'a considéré. Et c'est un mouvement plus largement en fait motivé pour l'instauration en fait d'un État de droit et démocratique, et surtout un mouvement qui s'est élevé mais très très fermement contre le pillage des richesses du pays au profit d'une poignée d'oligarques. C'est ça. Et c'est très intéressant, et avec Amar, on a écrit plusieurs textes là-dessus. C'est la façon dont ce mouvement pacifique, très jeune, a voulu renouer, il a renoué le fil d'un combat historique, du combat indépendantiste. Et en fait, tous les symboles, toutes les pratiques, toutes les grandes images, les grandes figures en fait de personnalités indépendantistes ont été réappropriées complètement par le mouvement. Et c'était vraiment cette façon dont le Hirak a repris à son compte les fondamentaux de l'histoire révolutionnaire algérienne. Alors évidemment, la résistance, l'esprit de sacrifice, l'engagement, les figures très jeunes de ceux qui sont partis, les grandes figures révolutionnaires sont des figures aussi de jeunes gens. C'est 17 ans, 19 ans, 20 ans, une vingtaine d'années. En fait, vraiment tout ça. Et le fait d'avoir repris ces fondamentaux de l'histoire révolutionnaire pour lui réinsuffler, j'allais dire, son idéal premier. C'est pas par hasard, parce que quand dans le Hirak, pendant toute l'année où il y a eu ces manifestations bi-hebdomadaires, le mardi, le vendredi, en fait, on a eu quand même en Algérie pendant 1 an une chorégraphie contestataire absolument incroyable, qui a émerveillé aussi les observateurs de l'extérieur, parce que cette société dont la société civile, ce pays dont la société civile était totalement inaudible, émerge en fait dans sa pluralité, dans sa jeunesse, et puis surtout dans cette revendication d'un état de droit. Et c'est intéressant justement comment ce Hirak, quand il rappelle les martyrs de la Révolution, hein, viennent rappeler en fait le coût élevé, très élevé du sacrifice indépendantiste, et en miroir, l'imposture de ceux qui dirigent le pays aujourd'hui. C'est l'idée, vous avez confisqué notre indépendance, qu'avez-vous fait de notre révolution? Et c'est pour ça que tous les collègues qui ont suivi le Hirak, qui ont vraiment in vivo de l'intérieur, ben, ils voient bien comment il dit que les gens disaient, nous poursuivons le combat de nos grands-parents, l'indépendance, et comme il dit, comme en 62, c'est revenu souvent comme et quand ils disent comme en 62, ils ne le disent pas en arabe, ils le disent en français. C'est véritablement, et en fait, c'est le Hirak, c'est vraiment la dimension de l'histoire révolutionnaire est absolument très importante, parce que c'est une façon de dire, on va libérer cette indépendance qui a été confisquée depuis 1962. C'est très intéressant. Et pourquoi je le dis, comme le disait tout à l'heure Amar, cette mémoire intime de la colonisation, c'est que ces jeunes gens,
de 2019 à 2020 sont les héritiers de cette histoire-là. C'est la matrice réellement de l'engagement et du combat, réellement. Et la société algérienne, elle porte ça en elle. Elle porte ça en elle. Et l'écart, il est absolument vertigineux entre cette matrice politique d'un combat contre l'injustice, contre le déni, pour l'égalité, etc., véritablement. Ce gap est absolument gigantesque entre cette matrice-là et ses référentiels, ses valeurs, je dirais, politiques et patriotiques, et de ce qui se passe en Algérie depuis 60 ans, c'est-à-dire qu'on a un régime politique qui a confisqué non seulement l'indépendance, mais qui a confisqué aussi la discipline de l'histoire au profit de la légitimité de ceux qui la dirigent, de ceux qui dirigent l'Algérie. Voilà, ça c'est véritablement, et ça a été très, très surprenant d'avoir le refoulé historique avec ces récits qui sont complètement en opposition avec ceux qui sont diffusés dans l'école et à l'université, parce que contrairement à ce qui se passe en France, ça renvoie les longues discussions, hein, Amar, tu te souviens, oui. Longues discussions qu'on a eues, c'est que nous sommes véritablement, moi je suis beaucoup moins inquiète pour ce qui se passe en France sur cette question-là de renouvellement des savoirs historiques par rapport à la guerre d'Algérie que ce qui se passe en Algérie. Voilà. Et nous, on est avec Amar très, très polarisé justement sur les vibrations, la température autour de ça, des rythmes de ce qui se passe autour des récits historiques en Algérie, qu'en France, où on a quand même, on l'a bien vu, vous l'avez dit tout à l'heure, Raphaël, sur cette pluralité que nous avons d'objets historiques dans tous leurs supports, que ce soit des films, des documentaires, des livres, mais des conférences, où nous avons une corporation d'historiens qui est relativement autonome par rapport au pouvoir politique et qui peut produire un certain nombre de choses, où quand même la pratique de l'historienne, elle est libérée d'un certain nombre de contraintes qui est tout à fait contraire à ce qui se passe en Algérie, où la pratique de l'historien, elle est quand même beaucoup verrouillée. J'ajouterais juste qu'il était plus difficile de recueillir des témoignages du côté algérien que français, surtout en Algérie. Ah oui. Donc, sur les 65-67 témoignages que nous avons recueillis, à peu près la moitié ont été filmés. Un peu moins de la moitié ont été filmés en Algérie même, puisque beaucoup d'Algériens ont été filmés à Paris ou dans la région parisienne. Par contre, trouver donc des gens qui acceptaient en toute confiance de témoigner en Algérie était plus difficile. Donc, nous y sommes parvenus, évidemment. Ça a demandé de la part de l'équipe beaucoup plus de travail, de persuasion, de confiance, justement, parce que voilà, beaucoup de gens exprimaient des craintes par rapport au fait de pouvoir dire tout ouvertement. Mais c'est le produit d'un héritage, hein, véritablement. Il faut savoir qu'en Algérie, la pluralité des acteurs du conflit, de la guerre, elle n'existe pas. C'est-à-dire, ce qui est au centre, c'est véritablement celui qui est mort, le shahid, le martyr, ou le combattant, le moujahid. C'est-à-dire, il n'y a pas de place à celui qui est mort pour l'engagement de son pays et qui est autre, ou un combattant. C'est impossible là-dessus. Donc, la façon dont on a polarisé sur ces deux figures héroïques et sacrificielles ne laisse la place à aucun autre type d'acteur de la guerre. Et parler de sa guerre, parler de son expérience de la guerre, c'est impossible. D'abord, la parole, elle n'est pas sollicitée et elle n'est certainement pas du tout... elle n'est pas sollicitée, elle n'est surtout pas la bienvenue parce qu'elle va venir un petit peu écorner le récit un peu mythifié de la guerre. D'un autre côté, ceci a produit l'effet suivant, c'est-à-dire que je reçois aussi beaucoup de commentaires qui témoignent du fait que certaines paroles n'ont jamais été dites, enfin, de la sorte. Et quand vous parliez, j'étais très sensible à ce que vous disiez autour de l'expérience intime du conflit. C'est vraiment ce que nous recherchions. C'est-à-dire, je pense que dans le cadre d'un récit documentaire télévisé ou cinématographique, ce qui est important pour le réalisateur, c'est justement d'atteindre
ce niveau d'intimité qui va permettre au spectateur de s'identifier. Et je pense que, d'après les réactions aussi que j'ai pu recevoir, surtout auprès de gens de générations nées après la guerre, beaucoup sont troublés par le fait qu'ils se retrouvent baladés par la série dans différentes positions, et que cela les conduit à se dire, mais oui, effectivement, qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais né à tel endroit, ou si j'avais été... Voilà. Donc du coup, on a cette pluralité des expériences intimes qui montrent toute la complexité du conflit, l'inégalité du conflit, l'inégalité des forces en présence, voilà, et des raisons pour lesquelles aussi on se bat. Et la grande différence qu'il y a justement entre les groupes mémoriels présents en France, issus donc de cette histoire-là, dans la grande diversité, et ce que nous n'avons pas, nous, de l'autre côté de l'Algérie, puisque le récit est uniforme et univoque, en fait, réellement. Et là aussi, il y a quelque chose qui est terriblement inégal et terriblement asymétrique. Quand, à un moment donné, vous avez une commande d'État, un historien qui remet un rapport où les recommandations sont tout à fait bienvenues. Hein. C'est vraiment pas ça. Moi, je ne fais pas partie des historiens et des historiennes qui ont beaucoup critiqué le rapport Stora, mais on n'a pas du tout affaire au même tempo historique. Peut-être que la France est arrivée aujourd'hui à vouloir tourner une page parce qu'elle a la possibilité de le faire, et tout simplement parce que c'est porté par un chef d'État qui est quand même né bien après la guerre d'Algérie, donc, et que lui a vraiment envie de tourner cette page-là, et qui se sent peut-être pas, qui a envie de porter ce projet-là, et on n'est absolument pas dans le même tempo en Algérie. C'est vraiment pas ça. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a là aussi une espèce de, comment je dirais, de combat perdu d'avance, en fait, réellement, et qui explique que cette asymétrie-là, ça a été pour l'Algérie le rapport Stora, alors que c'est quand même le produit d'une rencontre bilatérale entre deux chefs d'État qui se sont mis d'accord sur ce rapport-là. Et quand ce rapport a été remis, du côté algérien, ça a été vraiment un non-événement, quoi. Justement, c'était une des questions que je voulais vous poser sur cette asymétrie. Qu'est-ce qui était attendu, justement? Est-ce qu'il y avait des attentes du côté algérien du rapport il me semble, d'Abdelmajid Cherki? Est-ce qu'il y avait des attentes, et où est-ce que ça en est par rapport à cette... Madame, dirais-je... Alors, oui. Monsieur oui. C'est vrai que les historiens en Algérie ont été surpris par le fait que le président algérien s'intéresse un peu à cette histoire et ouvre un peu le jeu avec la France. On était surpris que les deux présidents, notamment le nôtre, puissent dire, écoutez, maintenant, on va faire quelque chose de sérieux, on va commander des rapports, un fait par un historien français et l'autre par un historien algérien, et ça va permettre peut-être à un haut niveau, donc à un niveau politique, de poser les vrais problèmes, parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans cette relation, notamment entre les deux États, donc des problèmes politiques. Donc le premier réflexe était un étonnement, et personnellement, je me suis dit, écoutez, je suis historien, moi, par corporatisme, je dis que c'est une bonne chose. L'histoire, et notamment notre spécialité, va être mise un peu au diapason. Finalement, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, le rapport Chiri n'a pas été publié. Et le problème, c'est, après l'étonnement, c'est la douche froide, quand on a su qui était chargé de faire ce rapport du côté algérien. Et là, on a compris que ça ne va pas aboutir. Moi, je l'ai dit il y a plus d'une année, je doute que ce rapport puisse sortir un jour, ou peut-être il va sortir, mais il ne sera pas rendu public. Maintenant que... Marc, tu pourrais dire un peu Abdelmajid Cherki qui a été... Oui. Qui devait le remettre.
du côté algérien. L'homologue de Benjamin Stora. Absolument. C'est le directeur général des Archives nationales. C'est un apparatchik. Je ne sais pas si l'historien, mais surtout, c'est lui qui a fermé les archives pour les chercheurs. Et c'est ça qui a poussé l'année dernière des historiens algériens à saisir directement le président de la République dans une lettre publique qui a été bien relayée par la presse pour lui dire, mais il faut régler le problème des archives en Algérie. Ce n'est pas normal de demander aux Français d'ouvrir les archives pour les Algériens, alors que les archives en Algérie sont fermées. Et cette lettre a été suivie un mois après par une lettre au président de la République, signée par les principaux responsables des archives, pour dire que ce n'est pas normal la situation des archives. Là, pour vous dire que, et pour revenir à cette asymétrie ou à ces deux configurations différentes, le combat des historiens, parce que c'est un combat, pour faire le métier d'historien est très difficile, d'où cette situation ubuesque où deux commandes de rapport au départ et un rapport qui est publié, qui est publié en France, qui est commenté, et un autre rapport qui ne sort pas. Donc, il y a une sorte de schizophrénie. Mais est-ce que c'est une volonté ça veut dire quelque chose? C'est un discours, de fait de ne pas produire ce rapport? Alors, non. Alors, c'est un peu schizophrénique, parce que c'est un rapport qui est demandé par le président. Donc, au départ, moi, je pense que c'est un peu ce que je fais dans mes recherches. L'histoire, tant qu'elle est un ferment politique de légitimation ou de relégitimation, il n'y a aucun problème. Mais quand on va au bout des choses, c'est-à-dire quand l'histoire redevient science, là, l'autorité politique s'en méfie. Et je pense que le fait que ce rapport ne sorte pas, c'est revenir à la doxa, c'est-à-dire l'histoire notamment de la colonisation française, reste une discipline politique. Oui, il y a une vraie absence de renouvellement en fait de ressources idéologiques pour le gouvernement algérien. C'est-à-dire la colonisation, la guerre d'Algérie reste encore la ressource idéologique qui permet de faire sens et de cimenter le corps social et politique. Mais ce qui est très intéressant, parce que nous on a suivi ça de très près, c'est que la remise du rapport de Benjamin Stora a relancé la guerre des mémoires au plus haut sommet de l'État algérien et a réifié le ressentiment colonial, et notamment le corollaire du ressentiment colonial, qui est l'inflation victimaire de millions de morts, parce que là, vous savez, là où les historiens ne sont pas vraiment d'accord, c'est que la question des victimes de la guerre d'Algérie, de la guerre d'indépendance, là aussi, on bute quelque chose qui est assez terrible, parce que pour les Algériens, c'est ce que j'appelle, moi, le chiffre totem, vous savez, celui sur lequel on s'incline et on ne peut surtout pas le remettre en question, et parce que clairement, 1,5 million de morts, ce n'est pas possible sur une population qui est estimée à 9 millions, 62. Il y a vraiment des choses comme ça. Donc là, ça a relancé vraiment, donc, ça a réifié le ressentiment colonial, mais comme ressource idéologique, politique. Parce que c'est ça qui est très intéressant. Parce que quand on connaît l'Algérie, en fait, je pense que Amar et moi, on la connaît plutôt bien, notamment cette Algérie contemporaine post-indépendante, marquée par cette guerre et marquée par la colonisation. Il y a eu 60 ans qui sont passés. Nous avons des générations qui sont peut-être effectivement héritières de cette histoire, mais qui sont avides d'autre chose, ouverts au monde, connectés. Et là aussi, cette espèce d'écart vertigineux en fait entre ce qu'est la population algérienne aujourd'hui, qui est capable de mobiliser tous ces référents patriotiques, coloniaux, etc., dans un mouvement contestataire anti-régime.
C'est véritablement ça. Et ce que l'État algérien propose en termes de ressources idéologiques. Et c'est pour ça que le rapport a été un révélateur extrêmement intéressant parce qu'il a révélé, malgré l'implication du président Abdelmejid Tebboune, hein, qui s'est entretenu au téléphone avec le président Macron, enfin, il y a eu toute une série de choses, ce rapport a révélé l'opposition féroce, véritablement féroce, de la haute hiérarchie militaire dont le principe idéologique de légitimation est porté par le sacrifice des millions d'Algériens pendant la guerre, pendant la colonisation et la guerre d'Algérie, et une opposition qui est en permanence relayée par des accusations permanentes de la France d'ingérence, d'atteinte à la souveraineté nationale, etc. Donc ça, et on est dans ça aujourd'hui. Voilà, voyez, enfin, la question de la mémoire, elle est totalement verrouillée. La question du récit historique, il est en plus renforcé, mais dans sa version la plus, je dirais, autoritaire, la plus idéologique. On a quasiment, moi je dis toujours qu'on a l'impression que le chrono, il s'est bloqué dans les années 70, alors que tout le renouvellement historique, tout le renouvellement du savoir, ce que nos collègues algériens font sur place, malgré les difficultés de la pratique, etc., tout ce renouvellement du savoir n'est absolument pas pris en compte. Donc, il y a quelque chose, on parlait tout à l'heure de schizophrénie, et pour utiliser le même discours un peu clinique, je dirais, on a aujourd'hui, face à ces questions-là, à la fois de la mémoire, du récit historique, de l'état de droit, etc., parce que tout ça est bien mêlé, de la part, en fait, du régime politique, une forme d'autisme politique qui, pour moi, est vraiment similaire à une violence politique supplémentaire, véritablement. Je me pose la question, Monsieur Morandamer, vous qui avez travaillé justement sur ces questions d'institutions mémorielles, comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que ces questions-là se posent en Algérie d'une manière scientifique, dans un projet scientifique? Comment est-ce que vous travaillez sur ces questions d'institutions mémorielles? Du coup, vous êtes clairement en lien avec ce que Madame Dirège vient d'évoquer. Alors, en France, les porteurs de mémoire, c'est une vieille histoire, notamment ce qui concerne la guerre d'indépendance, la guerre de libération. Donc, dès 1962, ces porteurs de mémoire sont là, se développent jusqu'à l'heure actuelle, et ils sont assez bien installés en France et très démonstratifs. En Algérie, donc, il y avait le parti unique jusqu'au 88-89. À partir de 89, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, libération politique, libération de la parole historique, de la parole mémorielle. Et là, il y a un paradoxe, parce que, a priori, cette libération, donc libération-liberté, on pensait que ça allait dans le sens d'une diversification d'approche. Donc on pensait aller sortir du carcan de l'histoire officielle, du roman officiel, porté par l'État et ses relais institutionnels officiels, donc autour du parti unique, le FLN. La réalité, c'est que les années 90, là aussi, l'historien doit s'intéresser pas seulement au récit classique, mais aller plus loin. Les années 90 en Algérie, c'est les années très dures du terrorisme, d'une grande violence. Et ces années-là ont fragmenté, ont fait imploser le récit officiel, le roman national. Et dans cette fragmentation a permis à participer à l'émergence, mais aussi au développement et à la promotion de ces porteurs de mémoire. Aujourd'hui, les porteurs de mémoire sont très importants en Algérie dans le sens où ils ont ébréché et émietté le roman national classique, le roman national officiel, non pas dans une optique de soutien à une histoire académique, à une histoire faite et portée avant tout par les historiens, mais au contraire, et moi j'ai écrit dans un journal en Algérie,
la bataille, les historiens ont perdu la bataille de la mémoire et de l'histoire face aux porteurs de mémoire. C'est-à-dire les porteurs de mémoire ont remplacé, ont remplacé déjà l'État comme procureur général de cette histoire et ont complètement fait évacuer du champ historique les historiens. Aujourd'hui, dans les grands médias, notamment privés, ce sont ces porteurs de mémoire qui portent la parole historique, et eux aussi, ils font des collectes d'archives ou leurs propres archives qu'ils gardent et qui décident eux-mêmes quel historien va travailler. J'ai publié un article où j'explique que c'est la fondation, donc c'est la corporation, c'est elle qui décide quelle voie doit suivre l'historien. Donc ça crée bien sûr des problèmes ubuesques où l'historien, s'il veut travailler, soit il reste dans la posture classique histoire officielle, donc là il prend aucun risque et en plus il est protégé par cette trame qui va depuis 62, et s'il veut se rapprocher de ces corporations, donc là aussi il a notre couloir de faire une histoire mais très orientée, ou le reste il essaie de se battre pour faire de l'histoire scientifique, de l'histoire académique. Donc c'est un peu la réalité aujourd'hui, où le champ historique n'est plus du ressort de l'université. D'accord. Et j'ai cru comprendre que vous travaillez aussi avec des justement pour contrer donc pour apporter des discours alternatifs. Vous travaillez avec des enregistrements oraux en tamazigh, et je me posais justement la question donc de ces mémoires alternatives, de ces mémoires des minorités. Quelles sont-elles, et aussi Madame Direch, si vous pouvez nous éclairer sur ça, sur la Non, place. mais il n'y a pas de minorité. Là, c'est des... Quand je dis en tamazigh, mais en tamazigh ou en arabe dialectal ou en français. Non, aujourd'hui, il y a l'histoire orale supplée l'absence d'accès, la difficulté d'accès aux archives papier. Donc, nous avons les entretiens et nous avons ces récits qui se publient et qui se publient depuis 88-89 d'une façon assez importante. Donc, quand je parle, moi, de récits alternatifs, c'est surtout ces récits qui sont portés, parce que des fois, c'est l'histoire par la famille. Et l'histoire par la région. Donc, on n'est plus, c'est pas de l'histoire locale, il faut bien faire le distinguo. L'histoire locale ou la micro-histoire, c'est une chose. Là, c'est l'histoire pour... c'est une sorte d'histoire officielle, mais par région ou par famille ou par corporation. Mais quand on parlait de minorité, je pense que Yasmine voulait dire en rapport avec... une politique d'État depuis 62, en fait, qui a réprimé toute initiative de pluralité. Absolument. Ou toute forme de pluralité. L'Algérie étant un pays extrêmement divers, avec des territoires très ancrés, avec des identités très fortes, régionales, avec des langues. Voilà. Et c'est vrai qu'on retient beaucoup que s'il y a bien la dimension amazigh, berbère de l'Algérie, qui a longtemps été sinon marginalisée, stigmatisée, et puis bon, voilà. Sinon, on rentrerait effectivement dans toute la politique idéologique arabiste, islamiste de l'État algérien depuis 62. C'est pas le but d'aujourd'hui. Mais là aussi, c'est très intéressant parce que le Hirak a montré là aussi quelque chose. 20 ans après, la Kabylie, qui est la région, on va dire celle qui, pour des raisons historiques objectives, a toujours été une région un peu de contre-pouvoir à l'État central. On va dire ça comme ça, pour éviter de penser que le Kabyle a un gène naturel
de combattants et d'opposants, ce qui n'est absolument pas le cas. La Kabylie a été un laboratoire d'expérience coloniale très, très particulier qui a fait en sorte que les Kabyles se sont retrouvés un peu plus tôt scolarisés que les autres, un peu plus tôt émigrés que les autres, qui ont fait des tas d'expériences politiques et syndicales qui ont fait que la culture politique, la conscience politique en Kabylie a été sans doute un peu plus précoce. Et c'est peut-être par hasard aussi que la Kabylie a été une des grandes régions justement d'opposition au colonialisme très tôt. Et cette Kabylie a une histoire rythmée par des oppositions, des contestations, mais des répressions très très violentes. Et la dernière en date, c'est celle de 2001, en fait, vraiment, qu'on appelle le Printemps noir, et qui arrive juste après la sortie de crise des années 90. Ça a été un des grands challenges de Bouteflika quand il a voulu normaliser la situation algérienne. Et ça a été terrible, le Printemps noir en Kabylie en 2001, parce qu'il y a une répression très violente. Il y a eu plusieurs dizaines de morts de gens très, très jeunes et surtout des milliers de blessés, ce qu'on ne dit pas assez, puisque la répression militaire a été telle qu'elle a été comparée dans le rapport qui a été fait par la suite à des blessures qui sont faites en temps de guerre avec des armes et des munitions de guerre. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'était violent. Et cette répression a été faite par l'État algérien au nom, bien évidemment, de la supposée sécession kabyle, autonomiste kabyle, renvoyant cette contestation à juste une expression d'ethnicité régionale et sécessionniste, qui n'était absolument pas le cas. Et donc, chez les Kabyles, il y a une amertume terrible, en fait, de ne pas avoir été suivi sur l'ensemble du territoire algérien dans cette contestation-là. Et là, très intéressant, le Hirak, il y a 3 ans, a exprimé 20 ans après l'hommage rendu aux victimes et aux blessés de 2001, et avec vraiment des slogans qui ressemblent de l'époque, avec des chants contestataires de grands chanteurs kabyles d'opposition. Et c'est aussi très intéressant parce que ça montre en fait une nouvelle culture citoyenne, voilà, qui a révélé qu'elle a mis à distance aussi la rhétorique d'État du séparatisme kabyle et a englobé un large consensus de la pluralité linguistique et culturelle du pays. Et c'est pour ça que je rappelle toujours cette espèce de gap gigantesque entre une société qui est consciente politiquement, qui a pu se défaire d'un certain nombre de choses, qui est capable de construire des récits historiques parallèles et un État assez indigent dans le renouvellement de ses ressources idéologiques. Ça, c'est vraiment dans cette expression qui dit « nous sommes tous Algériens », voilà, qui résume en fait une réconciliation souhaitée par le bas, voilà, dans l'espace public qui est partagé par toutes et par tous. Ça, c'est ce qui se passe en Algérie, c'est l'Algérie d'aujourd'hui. Et pour en revenir à notre thématique de départ, en fait, vraiment, cette question des mémoires entre la France et l'Algérie, c'est vraiment, là aussi, je reviens sur cette asymétrie parce qu'on ne peut pas parler exactement de la même chose. Et puis cette question de réconciliation voulue à tout prix par les Français, je la trouve juste un peu, c'est peut-être pas la meilleure entrée, il me semble. Amar, on en avait discuté longtemps aussi, là aussi. C'est pas, la réconciliation n'est peut-être pas forcément souhaité quand deux parties ont partagé un passé commun fondé sur la domination et la violence, et quand une partie a dominé, que l'autre a été dominée. En fait, c'est vraiment, moi j'ai toujours la métaphore du couple qui s'est entretué pendant 40 ans, voilà, qui enfin finit par divorcer. Ouf, il a divorcé. Après, on va leur dire, ah ben maintenant vous allez devenir amis. Non, peut-être pas. Peut-être qu'il faut laisser un peu le temps faire les choses. Et peut-être là aussi, distinguer ce qui relève du pragmatisme de la relation politique bilatérale franco-algérienne et de ce refrain de la réconciliation. Et on voit, ça ne marche pas si bien que ça. La preuve, c'est qu'en France, quand vous voyez comment les groupes mémoriels français issus de la guerre d'Algérie sont des électorats qui sont extrêmement chouchoutés, extrêmement courtisés, et qu'il n'est pas question encore aujourd'hui pour l'État français de reconnaître publiquement qu'il y a eu domination, il y a eu spoliation, et que peut-être une reconnaissance publique de la responsabilité de l'État français dans cette entreprise de domination. L'État français ne peut pas le faire parce qu'il y a encore tous ces groupes mémoriels qui sont complètement à contre-courant en fait de cette possibilité-là. Et pour reconnaître publiquement la responsabilité de l'État français dans la colonisation comme crime.
comme crime. Alors, là, on ne va pas reprendre crime contre l'humanité parce qu'il y a toute une série de débats là-dessus, tout ce qu'on veut, bien évidemment, comme crime d'État, tout simplement. À mon avis, en tant qu'historienne, sincèrement, et en tant que franco-algérienne, je pense sincèrement que c'est la seule possibilité de le faire. Voilà. Il faut du temps, mais la société française, en tout cas ces groupes mémoriels qui portent l'héritage et la mémoire de la guerre d'Algérie, ne sont absolument pas prêts. Et de l'autre côté, comme nous venons d'essayer de le démontrer avec Amar, on voit bien la difficulté absolue de pouvoir proposer autre chose. Alors, les récits alternatifs, etc., on oublie, on ne sait pas l'heure du jour. La rhétorique nationaliste historique algérienne aujourd'hui connaît une régression totale. Au contraire, on a une espèce de réactivité du discours autoritaire autour des usages de l'histoire. Et je donne juste un exemple. La seule chose qu'a fait l'État algérien pour contrecarrer le Hirak, c'est une des initiatives qui coûte énormément d'argent, c'est de mettre en place une télévision, une chaîne spéciale qui s'appelle Dekira, qui veut dire la mémoire, qui est chargée, qui a une action de, je le dirais, de propagande d'État pour apprendre aux Algériens ce qu'a été la véritable histoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie, altérée de tous les supposés, évidemment, perversions, emprunts, etc., par la main de l'étranger. C'est ça aujourd'hui la réalité de l'Algérie. Ce n'est pas la question de la réconciliation. On court un peu après le temps, donc je vais juste demander à M. Lewandowski de nous le mot de la fin et ensuite on passera aux questions du public qui, je suis sûre, continueront la discussion. Je voulais juste poser cette question à M. Lewandowski pour comprendre comment est-ce que ce travail que vous avez fait sur la guerre d'Algérie va changer votre manière de faire des films dans le futur? Comment est-ce que ça va changer? Et je vous laisse le mot de la fin et ensuite on passera tout de suite aux questions du public parce qu'on est un peu en retard. Voilà. Sortir de 3 ans de travail aussi intensif et aussi prenant en termes de thématiques, c'est pas une chose évidente. Donc, on n'en sort pas intact, bien entendu. Ça change que j'ai plus encore que je n'avais l'envie de raconter des choses importantes à travers mes films. Ce qui était assez flagrant au cours de ces 3 ans, c'est de sentir à quel point toute l'équipe, et je n'évoque pas ici que l'équipe des historiens avec Raphaël Branche en tête, mais toute l'équipe même technique qui était majoritairement française puisque notre base de production était en France, était portée par ce projet et avait le sentiment de faire quelque chose d'important pour notre mémoire collective, pour notre pays. Ça, c'était vraiment très émouvant à vivre chaque jour, ce sentiment d'engagement, cette conviction de faire quelque chose qui va rester, qui est important, qu'il faut dire. Ça m'a donné des ailes et j'aimerais évidemment que ces ailes elles me portent vers d'autres projets d'une telle importance, ce qui est pas évidemment facile. Et je voudrais juste dire que ce qui a été troublant, c'est, puisque je vis à Varsovie, c'est de passer d'une guerre à l'autre. Voilà. À peine je sortais de la guerre d'Algérie, j'ai été plongé de plein pied dans une autre qui se passe ici à quelques centaines, dizaines même de kilomètres, et avec des réfugiés ukrainiens qui sont omniprésents maintenant dans ma vie. Et évidemment, le télescopage de ces 2 conflits, même s'ils sont très très différents, est évidemment troublant. Je pense que c'est quelque chose qui va être abordé par les questions d'après. Merci beaucoup pour vos éclairages. On va passer aux questions du public. Justement, peut-être rentrer dans le vif du sujet de ce que vous venez d'aborder, M. Lewandowski, sur le parallèle entre ce qui se passe en ce moment en Europe et ce qu'on a évoqué par rapport aux questions de reconnaissance du colonialisme, de guerre, d'invasion. Comment vous voyez ça? Vous avez commencé à nous en parler. Comment est-ce que vous voyez ça? Je vais vous raconter une anecdote. Pendant la période de promotion de la série, donc nous avions beaucoup d'interviews, tant Raphaël que moi. J'ai donc eu l'occasion de répondre à des questions d'un journaliste algérien du quotidien El Watan, donc qui a accordé 2 pages à la série.
Et c'était intéressant parce qu'il a justement, il m'a posé la question suivante, est-ce que le fait d'être à moitié polonais a fait que vous aviez un autre regard, une autre approche de cette guerre? Et la réponse était évidente, c'était oui, bien sûr, puisque je pense qu'ayant aussi cet héritage, ce bagage d'un pays qui finalement est qualifié aujourd'hui par beaucoup d'historiens aussi de post-colonial, puisqu'il a été évidemment occupé, dépecé, et qu'il a dû lutter pour son indépendance. Moi, je suis aussi porté du côté polonais par ces récits de personnes opprimées, de personnes qui se luttent pour la dignité, pour la liberté, et qu'il est évident que j'ai retrouvé des résonances dans les propos des militants du FLN ou des militants messalistes ou des simples victimes algériennes que nous avons recueillies. Donc j'avais à la fois et ce qui est bizarre aussi, c'est qu'une grande partie du montage de la série s'est fait à distance, compte tenu des conditions de Covid dans lesquelles des pandémies, pardon, dans lesquelles nous nous trouvions, et que donc je travaillais en fait très souvent depuis Varsovie. Et j'avais l'équipe de montage qui était à Paris et moi j'étais ici. Et je pense que c'était bien d'être détaché de l'actualité du débat autour de la guerre d'Algérie français. Pas seulement le débat officiel, pas seulement à travers les médias, mais tout simplement voilà, le débat avec des amis, avec des gens de mon entourage, et d'être ici dans une société où finalement la guerre d'Algérie est très peu connue. On me pose des questions très naïves et je dois raconter. Donc cette distance était, je pense, aussi très bénéfique à ce projet, parce que peut-être une chose qu'on n'a pas soulignée, il a beaucoup été dit que la guerre d'Algérie a beaucoup de résonance dans l'actualité algérienne voilà, contemporaine. Je pense qu'elle permet aussi de comprendre la société, la politique française actuelle. Ça, c'est très troublant. Je l'ai découvert. Je dois vous avouer que je ne l'avais pas perçu auparavant. Donc, c'est très intéressant de ce point de vue. Maintenant, le conflit actuel est complètement différent. Et même les réfugiés dont on parle dans la série, les réfugiés algériens qui se sont retrouvés en Tunisie, au Maroc, voilà, ont quitté leur pays dans un tout autre cadre que ceux que je vois ici, avec lesquels je suis en contact ici tous les jours. Donc, je pense qu'il est toujours dangereux aussi de faire des parallèles. Ce qui est évident, c'est que c'est le même sentiment c'est la même émotion qui m'étreint, moi, en tant qu'observateur. Et ce sentiment d'effroyable absurdité liée à des décisions politiques. Ça, je pense que aussi c'est une chose qui m'a tout le temps accompagné pendant ce travail, pendant ces 3 ans, c'est de constater à quel point la République française s'est trompée, a commis des erreurs depuis avant la guerre, pendant la guerre. Et voilà, on sort d'un conflit en disant mais pourquoi tant de souffrance finalement, pourquoi tant de crimes, tant de douleurs. Mais c'est peut-être une réflexion naïve de ma part par rapport à celle que se font les historiens dans leur travail de tous les jours. On la partage aussi, en permanence. Justement, peut-être M. Mandamer et Mme Diresh, comment vous percevez-vous l'avenir de la France et de l'Algérie, en tout cas des relations franco-algériennes dans les 60 prochaines années avec ce qui a été fait? Vous l'avez déjà évoqué, mais est-ce que vous avez de l'espoir? Alors, c'est une question récurrente. Moi, je dis souvent, l'avenir, c'est permettre aux chercheurs algériens et français et d'autres pays, mais notamment les jeunes chercheurs algériens et les jeunes chercheurs français, de travailler tranquillement sur cette histoire. Que la mobilité ne soit pas entravée et que, globalement,
l'histoire soit affranchie des pesanteurs politiques, des crispations mémoriales, ce n'est pas facile. Mais c'est possible parce que si les jeunes chercheurs, il y a beaucoup de jeunes chercheurs qui s'intéressent à cette histoire, si eux soient protégés, si on peut dire, de ces pesanteurs, de cette pression, je pense que ça va permettre de sortir cette histoire, parce que cette histoire, elle est otage, c'est une histoire otage de ressentiment, de crispation, d'enjeux politiques et politiciens. Donc, moi, c'est un peu ce que je fais, c'est vraiment d'essayer d'aider et d'accompagner, quand je le peux, les historiens, qu'ils soient français ou algériens, à faire leur travail, parce qu'aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, exemple en Algérie, on a des difficultés à former, pas à former, plutôt à créer les conditions pour que les historiens, les jeunes historiens puissent travailler sur le contemporain, et notamment sur cette période. Et en plus, ça devient de plus en plus difficile de venir ici en France, où, je le rappelle, la grande quantité phénoménale, si on peut dire, d'archives sur l'Algérie sont conservées dans les nombreux centres de recherche d'archives en France. Merci beaucoup. Madame Dirk. Oui, moi je pense que cette histoire partagée, elle a des résultats étonnants, hein. Je veux dire, aujourd'hui en France, on a plus d'Algériens qu'il n'y avait de Français en Algérie, ça c'est clair. Il y a beaucoup de mariages exogames, on va dire. On a des jeunes Français qui naissent avec des prénoms arabes, musulmans, internationaux, et qui disent aussi en fait la complexité de cette relation-là. Donc, c'est ça aussi l'héritage de la guerre, voilà, et que ça contribue, voilà, à changer la société française. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, ça suscite toute une série de polémiques, mais c'est comme ça, c'est le cours des choses. Et que la guerre d'Algérie soit au cœur de l'agenda politique français, oh, c'est pas étonnant, bien évidemment. On n'a qu'à regarder ce qui s'est passé pour la commémoration du 19 mars, mais je n'ai jamais vu ça. C'était impressionnant, alors que ça a été un non-événement en Algérie, il faut le savoir aussi. Là, la commémoration, la célébration de l'indépendance de l'Algérie, ça occupe l'agenda universitaire, culturel, enfin, dans tous les segments de la société française. Moi, j'attends de voir ce qui va se passer en Algérie. Ils vont nous faire peut-être un super grand défilé le 5 juillet, faire des choses comme ça, mais c'est pour dire à quel point ça résonne, ça alimente, etc. Et là, pour le coup, c'est là où je rejoins ce que vient de dire Ammar, sur nous donner les conditions nécessaires pour pouvoir travailler et de produire ce récit qui permet enfin aux principaux protagonistes de comprendre la place qu'ils ont occupée dans l'histoire, en fait, dans le processus qui les a amenés à ça. Et ça, c'est fondamental. Moi, j'étais une ancienne prof de collège et de lycée avant de rentrer au CNRS, et je peux vous assurer que faire ce travail de décryptage qui permet d'identifier, de dire où on est, où on vient, ah, mais finalement, ça s'est passé comme ça. Je suis le résultat d'un processus historique, culturel, etc. Ça ne dit pas tout, ça n'arrange pas tout, mais ça contribue sans doute non seulement à comprendre, et peut-être la compréhension, c'est le début de l'apaisement aussi. Moi, j'en suis convaincue. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu dans le cadre de mes enseignements, dans le cadre de mon travail. Faire ça à l'échelle d'un État, c'est une autre affaire, c'est une autre paire de manches. On attend et on voit. On voit et on attend plutôt. Une belle conclusion. Je vais vous remercier. Je vous remercie pour être venu, pour avoir parlé. Je vais aussi parler un petit peu de moi rapidement, mais dire que ce panel, pour moi, a été la chance pour moi d'ouvrir les yeux aussi sur une histoire qui est d'être l'héritière d'une histoire. Et vraiment, le documentaire, j'ai trouvé il ouvre les yeux sur justement ces histoires qui sont mises les unes à côté des autres et permettent de comprendre sa propre histoire. Si on n'a pas eu la chance d'avoir cette histoire dite par nos pères. Merci. Et nos mères. Et nos mères. Pardon. Très, très, très important, effectivement. C'était aussi une question que j'avais, mais merci beaucoup. Merci à vous, Yasmine.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt, c'était un plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.